C'est difficile à dire ce que j'aimerais bien vous dire. Oh, mais taisez-vous, j'ai quelque chose à dire. Alors, écoutez-moi. Faut prendre le temps de prendre son temps. Le cinéma de Robert Bresson ne se laisse pas saisir aisément. Après ses 3 premiers longs métrages, Les Anges du péché en 1943, Les Dames du bois de Boulogne en 1945 et Journal d'un curé de campagne en 1951, d'après un roman de Georges Bernanos, Robert Bresson décide de ne faire appel qu'à des acteurs non professionnels, des modèles. Puis avec Un condamné à mort s'est échappé en 1956 et Pickpocket en 1959, le cinéaste a trouvé son art si particulier de mettre en scène. En 1962, il réalise Procès de Jeanne d'Arc. Puis, en 1966, c'est Au hasard Balthazar, son chef-d'œuvre. En 1967, il réalise Mouchette, adaptation du roman de Georges Bernanos. Une femme douce en 1969 et 4 nuits d'un rêveur en 1971, tous les deux d'après Dostoïevski. Lancelot du Lac en 1974, Le Diable probablement en 1977 et son dernier film, L'Argent, en 1983, d'après une nouvelle de Tolstoï, Le Faux Coupon. En 1975, Robert Bresson publie ses notes sur le cinématographe, qui distingue le cinéma habituel, le théâtre filmé, du cinématographe, qui invente une écriture nouvelle, avec des images en mouvement et des sons, mises en relation par le montage. Ce que reproche Bresson au cinéma est de singer la vie, alors que le sien opère une fracture. La parole est provocatrice de ce quelque chose qui est le cinématographe. Pourquoi dites-vous cinématographe plutôt que cinéma? Parce que le cinéma représente pour moi le théâtre photographié et aussi les salles dans lesquelles sont projetés les films. Le mot cinématographe est synonyme pour moi d'art cinématographique. Et comment et à partir de quand serait né ce cinématographe? Je pense qu'il n'est pas encore réalisé, qu'il y a eu des tentatives et que ces tentatives ont été étouffées par le théâtre. Mais peut-être que les conditions propres au cinématographe mettront très longtemps à arriver. Et il me semble qu'en ce moment, le cinéma s'enfonce dans le cinéma et que le cinématographe est perdu de vue. Peut-être faudra-t-il des dizaines d'années pour le retrouver. Comprenons. Le cinéma nous habitue à une restitution naturaliste de la vie. Conformité du déroulement, des voix, des attitudes, des scènes montées, etc. Qu'il tente donc de reproduire. Robert Bresson en dérègle le dispositif en prenant ce qu'il appelle des modèles qui n'ont jamais joué au théâtre ou au cinéma, des non-professionnels qui n'ont aucune expérience pour singer l'élément naturel et spontané de la vie. Il dépouille la voix de sa naturalité, parvenant par de multiples prises à cette voix sèche et neutre, froide, désincarnée. Laissez-moi passer. Te laisser passer? Il est gratuit de ce pas en pleine nuit. Chez nous, monsieur Arsène. 3 chez nous, je vous le jure.
Je me souviendrai de tout, n'ayez crainte. Minute. De quoi tu te mêles? Si tu touches un mot de cette histoire à qui que ce soit, je te tords le cou. Monsieur Arsène, j'aimerais mieux me taire que de vous nuire. Pourquoi as-tu si grand peur de me nuire? Mais comment croire qu'on puisse parler sur un ton juste quand on s'appuie sur des sentiments étudiés, des sentiments qu'on n'a pas? Comment voulez-vous qu'un moment ne flotte pas? Tandis que si on part d'une mécanique, et si on laisse, comme un pianiste laisse aller ses doigts d'une façon aussi régulière que possible sur un clavier, l'émotion vient d'elle-même, on ne la plaque pas. L'acteur plaque son émotion comme un virtuose plaque son émotion sur un clavier de piano ou sur une corde de violon. Je crois que tout est là. On cherche trop à imiter la vie, et en imitant la vie, on ne l'atteint pas. C'est en cherchant autre chose par un autre procédé, je ne dis pas quelque chose de nouveau. Et au théâtre, bien sûr, on est tenté d'aller tout de suite à la vie, puisque l'acteur est vivant. Et c'est là qu'on se trompe. À voir sa mise en scène, on a l'impression qu'il ne reste qu'un squelette de vie. Évidemment, cela heurte notre réception. Ce n'est pas tant qu'il faille être d'accord avec Bresson, mais de comprendre son dispositif, si particulier, au point qu'il brouille nos habitudes, nous met à distance, d'autant qu'il est le seul à opérer ainsi, outre ceux qui ont voulu l'imiter maladroitement comme la nouvelle vague. Ce dispositif est rigoureusement serré dans des cadrages sans fioriture, fragmentation des corps, accentuation sur des détails de mobilier, hors-champ, son brut élaboré engendre une tension dramatique innovante. Par exemple, dans L'Argent, quand le mari gifle sa femme pour avoir introduit le jeune homme chez eux, le cinéaste effectue une coupe et montre l'impact sur le café s'échappant du bol que tient la vieille femme dans ses mains. L'art spécifiquement cinématographique de faire sentir la violence de cette gifle sans la montrer. Papa, laisse-moi. Je vais lui dire de partir. Non, non, laisse-moi faire. Va-t'en, je t'en prie. Tu ne le connais pas. À la folle, tu mériterais. Derrière l'apparente sécheresse du style, comme ce plan sur la terre dans le générique, le film de Bresson contient une sensibilité qui parvient à toucher du doigt notre nudité intérieure, n'offrant aucune prise au sentimentalisme et évitant ainsi le pathos que l'on agite au cinéma comme une preuve de bonne foi. L'inverse du sirop racoleur d'Hollywood, un cinéma au couteau. Par ce retrait et ce détour, la confrontation avec ce qui se passe sur l'écran est violente, insoutenable, comme si brutalement les projecteurs de ce théâtre qu'est le monde s'éteignaient un à un pour vous laisser dans le noir sans pouvoir prononcer un seul mot. Robert Bresson est préoccupé par le problème du mal. Il n'y a pas d'espoir sans désespoir. Il considère les êtres tourmentés et enfermés dans cette part d'ombre, dont ils ne parviennent pas à se défaire ou à accepter, comme l'effrontée et meurtrie Mouchette dans le film éponyme, Michel dans Pickpocket tenté par le vol, la femme froide et sombre et son mari dans La femme douce, ou Yvon, l'assassin par occasion dans L'Argent. Comme les romanciers qu'il a adaptés, Bresson indique que les individus sont leurs propres ennemis. C'est le cas de personnages qui, par leur action, finissent par mourir ou
se suicider, allant étrangement à l'inverse d'eux-mêmes. Tout comme il y a des êtres qui ont la grâce et qui ne succombent pas comme Jeanne dans Pickpocket, au visage lumineux et gracieux. Soit le mal est commis volontairement, soit il est commis obliquement, à la faveur des circonstances. Tout le cycle s'enclenche. Ainsi tourne la valse désenchantée du monde. Le titre, au hasard, Balthazar, est une référence à la devise des comtes de Beaux, qui se disaient descendants du roi mage Balthazar. Il raconte l'histoire d'un âne tout simple de la naissance jusqu'à la mort. Tout ce qu'il y a de plus banal au royaume des ânes. L'âne est le reflet du mal autour de lui, la brutalité des êtres et du monde que personne n'entend ni même ne voit. Figure christique de l'animal qui ne réplique pas, induisant une mélancolie traduite par l'andantino de la sonate D 959 de Schubert. L'homme est parfois un âne, et un âne peut cacher un homme. L'âne n'est pas capable de ressentiment, ce vitriol des émotions, et encore moins de le déguiser en révolte bienfaitrice, histoire de justifier sa violence a posteriori. C'est un âne émissaire, comme il y a des loups émissaires, des chiens émissaires, subissant le délire des hommes et des femmes qui se déchargent du fardeau insupportable de leur existence, ou encore qui, sans même s'en rendre compte, justifient leur comportement pour une cause raisonnable, un petit motif de rien du tout. Il y a aussi bien sûr des hommes émissaires, qu'on appelle par une métaphore animalière un bouc émissaire, animal choisi pour l'odeur repoussante. Ce mal appartient à tout le monde, dans les faits de l'existence, microscopique comme macroscopique, tel Oedipe inconscient du meurtre de son père et d'avoir couché avec sa mère. Sauf que dans la vie, nous ne sommes pas Oedipe, qui se crève les yeux en reconnaissant sa culpabilité. Nous la légitimons jusqu'à l'autodestruction. C'est aussi cela, le sujet d'Au hasard, Balthazar. Nous sommes ici dans un monde rural et on pourrait l'étendre à la ville ou ailleurs. Des personnages gravitent autour de l'âne, comme différents satellites du mal. L'agitation humaine, la cupidité, l'envie, la jalousie, la possession, le besoin de faire souffrir, la vanité. Tout cela, l'âne les voit, les regarde et en pâtit d'une façon ou d'une autre. D'où le titre, il est là, traversant les turpitudes des hommes et des femmes, au hasard de l'existence. Le début est idyllique, un ânon dans la montagne. Donne-le-nous. Il nous le faut. Les enfants, c'est impossible. Deux enfants et un homme l'emmènent. L'ânon est baptisé. Balthazar, je te baptise, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Arrivé à la propriété La Prairie, le garçon appelle Marie à travers une fenêtre qu'il ouvre. Marie, Marie! Les deux enfants n'appartiennent pas à la même famille. Marie est la fille d'un maître d'école qui s'occupe des terres du père de Jacques. Il reçoit le sel de la sagesse. Reçois le sel de la sagesse.
Au début, il y a les caresses. 2 enfants, Marie et Jacques, son petit amoureux, jouent dans la paille avec lui. Sur une balançoire, ils prononcent chacun le prénom de l'autre. Jacques. Marie. Dans le montage, Robert Bresson passe sans transition aucune de la douceur à la brutalité. Une petite fille gravement malade ne connaîtra jamais un tel rêve. L'impitoyable cruauté du monde. Jacques inscrit sur le dos d'un banc son prénom et celui de Marie. Son père l'appelle pour partir. Jacques! Jacques! Il se rend au chevet de sa petite fille malade, étendue, raide, dans son lit. Sort injuste, la malchance tragique, opposée à l'excitation de l'avenir, qui ne tiendra pas ses promesses. Marie embrasse Jacques, qui dit dans la voiture « À l'année prochaine ». Promesse d'enfant, reflet de la sagesse de Balthazar. Avec le temps, l'âne est délaissé. Il est utilisé comme bête de somme, fouetté, ferré, attelé. Il sert à des transports divers. Balthazar est donc le fil conducteur de toute l'histoire. Il nous emmène chez différents personnages que le cinéaste croise et entrecroise. Il est sans cesse présent dans chaque scène, assistant muet de la petite tragédie du monde. Le mal circule sur le marché noir. C'est par une flaque d'huile sur l'asphalte qu'est introduite une bande de jeunes voyous en vélomoteur, dont Gérard, le chef, qui s'ingénie à provoquer des accidents de voiture. La bande croise Marie, son père et Balthazar et se moque. Chouette un âne. C'est rapide. Moderne. Traité à froid, Gérard n'a aucune nuance. Et il n'a aucun doute sur ses agissements, comme si le cinéaste traçait l'incarnation du mal à l'état chimiquement pur. Ou à prendre possession effrontément de Marie quand il va chez elle. Son père l'interpelle. Que venez-vous faire ici? Chercher ce qui m'appartient. Je ne suis pas un voleur, moi. Allez-vous-en. Marie. Plus vite! Même quand il est employé à l'essai en livrant du pain pour des boulangers et que la patronne se prend d'affection pour lui, il profite d'elle. Cette femme veut réparer imaginairement le destin de Gérard par une vaine bonté, tout en sachant qu'il vole l'argent de la recette. Malgré cela, elle lui offre un transistor
qui diffuse une musique à la mode braillarde. Et regarde. Et une mobilette quand elle reçoit une convocation de la gendarmerie concernant Gérard, elle découvre des revolvers dans sa chambre et est prête à le protéger aveuglément. Étrangeté du mal qui fascine et qui lui permet de prospérer. Gérard. D'où viens-tu? Où étais-tu? On te cachera. Je préparerai ta valise. Tu passeras la frontière pendant la nuit. Il n'est que méchanceté, l'opposé de Balthazar, éprouvant une jouissance perverse à humilier autrui. Gérard n'hésite pas à battre Balthazar et à attacher à sa queue un papier qui l'enflamme. Il est même prêt à narguer la gendarmerie, la loi, en s'accusant d'un meurtre avec vantardise. Comment je l'explique? Est-ce à moi d'expliquer? Puisque vous me soupçonnez, c'est peut-être moi celui que vous cherchez. Comment? Celui qui a tué. De quelle façon? Quand? Seul? Ces messieurs n'ont pris aucune part au crime. Vous avez affirmé tout à l'heure n'avoir jamais eu l'idée de passer des marchandises en fraude. Et de ce fait de n'avoir même jamais approché la frontière. Le capitaine ne le croit pas. Je voulais me tirer des griffes de la police. Assez de sottises. Arrêtez cet homme. Non, je suis innocent, je le jure. Pour fanfaronnade, outrage à magistrat dans l'exercice de ses fonctions, en prison pour imbécilité. Oust, dehors. Nous faisons connaissance d'Arnold, un vagabond que le film fait intervenir. Pourquoi vous cacherais-je mes sentiments? Vous faites fausse route, mon capitaine. On ne te demande rien. Ils n'en sont pas capables. Des vantards, des femmelettes, je crache dessus. Gérard n'a que mépris pour lui. Et juste après, en pleine campagne, Gérard incrimine Arnold d'être un assassin du fait de son alcoolisme. Mouchard. Calomnie et rivalité. Au large, au large. Ils se battent. J'ai témoigné pour vous, non contre vous. Au large. Tu as dit que c'était nous pour dépister la police, parce que c'est toi, Arnold, l'assassin. Moi, ça m'étonnerait. Ça t'étonnerait qu'un fêlé comme toi, que l'alcool rend fou furieux et qui lui-même perd complètement la mémoire, commette un crime et ne se souvienne de rien? Foutez-moi le camp. On t'a vu, et pourquoi crois-tu qu'ils ont pris tes empreintes? Gérard gagne et sa bande lynche l'homme. Assassin. Ils m'ont pas bouclé, alors? C'est long, la justice. Combien? Des mois, 1 an peut-être. Menteur. Répète. Menteur. 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 Marie intervient et on voit dans cette scène comment elle se rebelle et se soumet en même temps, caractéristique de son comportement. Lâche!
s'il est facile de le rejeter catégoriquement et d'en faire un bouc émissaire inversé en omettant sa propre part d'ombre, il est en même temps fascinant par sa volonté de commettre le mal. Car Bresson ne s'en tient pas là et indique que le mal rôde partout, moins visible, mais tout aussi sournois dans la sarabande qu'il décrit. Chacun croit en être exclu alors que nous le possédons tous. Arnold est un personnage entre grâce et déchéance. Si Gérard commet le mal intentionnellement, Arnold subit son sort, que son alcoolisme reflète symboliquement, inconscient de lui-même. C'est le mal non intentionnel. Il jure de ne plus boire, mais dans le montage, Bresson le montre se trahissant. Tu pars en pleine saison, tu es fou? S'il a sauvé Balthazar une première fois, il le poursuivra sous avec une chaise et le battra. Le cinéaste ne le montre pas. Satan porte malheur. Arnold récupérera Balthazar au cirque et trouvera refuge dans sa cabane. Cette différence entre Gérard et Arnold est indiquée par une scène quand Gérard et sa bande apparaissent à la fenêtre, prêts à un mauvais coup. Gérard donne un revolver à Arnold alors que des gendarmes arrivent. Plan significatif de son ambivalence. La poule noire ou la poule blanche. Quand le capitaine entre, Arnold appuie sur la gâchette et se recouche. On ne venait pas arrêter Arnold, mais lui annoncer qu'il a hérité. Vide. Debout, Arnold. Je t'annonce une grande, une formidable nouvelle. Ce dernier donne une petite fête dans le village. Cet héritage existe? Il mourra un peu plus tard, en saluant ses dérisoires compagnons de route. Adieu, ma chère et pauvre amie. Condamné à passer ici le reste de tes jours à voir se promener les mêmes imbéciles. Vieux pote, adieu. Avant de se laisser tomber et de se heurter la tête contre le macadam. Et toi, mon camarade? C'est dans cette séquence qu'est introduit ouvertement l'argent, futur titre d'un film de Bresson, circulant de bouche en bouche tout d'abord, concernant les calomnies envers le père de Marie, puis de main en main. En soi, l'argent n'est rien et n'est qu'une métaphore du mal, cristallisant les passions humaines. Le personnage qui incarne cette cupidité est le marchand de grains, qui rachète Balthazar après la mort d'Arnold. Assis, il fouette l'animal attaché à une noria, tournant autour d'un puits qui alimente un alambic. Ce seul plan donne le ton d'une exploitation directe liée au profit. Sa cupidité est telle qu'il va jusqu'à retirer la nourriture à Balthazar.
Il est blessé, il faudra acheter des harnais. Inutile. Aux premières pluies, je fiche en l'air. Elle est accentuée par sa cupidité charnelle. Quand une nuit, Marie débarque chez lui, s'étant enfuie. Elle a quitté Gérard et cherche refuge pour mieux déchoir. Le marchand de grains tente de profiter d'elle. Il lui offre de l'argent que Marie accepte puis refuse. Tiens, prends. Dans une tirade, il exprime sa froide idéologie. Ton père aura passé toute sa vie à se créer des devoirs et des obligations. Pourquoi? Pour qu'il n'y ait pas un habitant sur 10 qui croit à son innocence. Est-ce que j'ai des devoirs, moi, des obligations? Je suis libre, obligé à rien, sauf à ce qui peut m'être utile et dont je peux tirer profit, et plutôt gros profit que petit profit. La vie n'est qu'un champ de foire, un marché où la parole même n'est pas nécessaire. Le billet de banque suffit. Payer les gens, c'est s'acquitter de tous ces devoirs et obligations envers eux, bien qu'il vaudrait mieux ne pas les payer et les faire travailler pour rien. Tout le monde ne voit pas les choses sous le même angle. On apprend vite qu'on peut tout se permettre et avoir en même temps l'estime et la considération des gens. C'est une question de culot, d'aplomb. Reprenez-les. Ce n'est pas d'argent que j'ai besoin, mais d'un ami. Oui, oui, d'un ami. Qui me donne les renseignements qu'il me faut pour m'enfuir. J'ai toujours voulu m'enfuir. T'enfuir. M'enfuir. Un ami qui partage mes plaisirs et mes peines. Je partagerai tes peines, tes plaisirs. J'espère que pour moi, ce sera plus de plaisir que de peine. Un bref raccord suffit à évoquer ce qui s'est passé entre les deux personnages. Marie est le personnage emblématique allant de la grâce à la descente aux enfers, que représente sa tendresse pour Balthazar et son attirance pour un voyou. Elle sait que Gérard est un être malfaisant. Une nuit, ce dernier s'approche d'elle quand elle ceint la tête de Balthazar d'une couronne de fleurs, image de la beauté idyllique et gracieuse de l'âne. Assise sur le banc, Gérard tente de lui prendre la main. Elle s'enfuit et aperçoit de sa fenêtre les deux voyous battre Balthazar. La scène cruciale est celle où elle reconnaît Balthazar sur la route et arrête sa 2 chevaux. Elle descend voir l'animal et Gérard en profite pour monter dans sa voiture. Il la séduit, impériale, déterminé, sûr de lui.
s'effectue un jeu de cache-cache, de course-poursuite autour de Balthazar, jusqu'à ce que Marie tombe à terre. Bresson ne montre rien. Ce qu'il suggère est que Gérard a dompté Marie comme on dompte une jument. Quand Gérard souffle dans sa petite trompette, on comprend qu'il a réussi. On pourrait croire qu'elle subit. Marie est séduite par le mal et non par la bonté de Jacques. Énigme fondamentale. Marie et Gérard deviennent amants et se réfugient dans une bergerie. Son père la cherche. Marie, prise dans sa passion pour Gérard, en oublie Balthazar, sous la pluie, puis sous la neige. Regarde comme il tremble. Lors de la fête donnée au village, Marie est lucide sur son père, qui cultive son malheur. Mais elle est aveugle au mal qui la ronge, au point qu'elle dit à sa mère, venue la chercher, « Je le suivrai jusqu'au bout du monde. Et s'il me demandait de me tuer, je me tuerais pour lui. » Voilà une situation étrangement banale. Si l'amour vous pousse à mourir ou à vous détruire, c'est la haine de soi qui opère. Si nous voyons si souvent les lubies des autres, c'est précisément pour ne pas voir les siennes. C'est ainsi que le mal se répand, innocemment, par cécité existentielle. Bois, demeurer, bois. Marie rejoint Gérard dans le café, l'enlace et lui dit « Sauve-moi. Partons. Emmène-moi loin. » Incapable de résister par elle-même. Gérard la repousse, tandis que Marie danse avec un autre garçon. C'est alors que le marchand de grains est introduit et dit à Marie devant sa frivolité « Ton père te brisera. » Papa, il est malade de moi. Le garçon avec qui elle danse lui répond « Si tu la veux, paye. » Allusion à la transaction monétaire. Mais la fête est gâchée par Gérard, qui saccage le bar dans l'indifférence. Marie est incapable de résister à sa propre chute, soumise aux circonstances extérieures, aveugle à la constance et à l'abnégation de Jacques, qui est semblable à Balthazar. Le banc où il se retrouve à plusieurs reprises, objet emblématique de toute la fracture du film, comme le doux rêve d'un monde qui n'adviendra jamais. Quand Jacques retrouve Marie sur le banc, comme une lointaine promesse où il avait gravé leur prénom, il l'assure de son amour. Mais Marie hésite, ne sait pas si elle l'aime, même si elle se sent bien avec lui. Tu te souviens de ce que je t'ai promis il y a beaucoup d'années sur ce banc? Que je n'en aimerais pas d'autres. Mais moi, Jacques, je ne suis pas sûre de t'aimer. Est-ce difficile à savoir? Si je ne t'aime pas, je ne veux pas te tromper en disant que je t'aime. Tu sais bien si tu es contente d'être avec moi? Oui, Jacques, si contente. Marie! Marie!
pas seul, c'est mieux, moi je reste. Parle-lui. Fais que cette histoire idiote ne se mette pas entre nous. Elle a abdiqué. Tout les réunit et tout les sépare. Son rêve d'enfant s'écroule. Jacques tente d'arranger l'affaire des terrains, en vain. Marie, au prénom si ironique que plusieurs personnages appellent tout au long du film, s'enfonce de plus en plus dans la déchéance, en se prostituant avec le marchand de grains. Elle devient vide et froide, et avoue tout à Jacques, qui veut tout de même se marier avec elle. Et tu veux m'épouser? Oui. Plus tard, tu auras honte de moi. Non. À aucun moment, tu ne me feras de reproches? À aucun moment. Tu t'engages pour toute la vie? Oui. Mais Jacques, le mariage, c'est périmé? Nous nous marierons quand même. Nous serons pauvres au début, je travaillerai 2 fois plus. Tu m'ennuies, tu m'ennuies. Te fâche pas. Toi, tu vois l'allée, le banc, nos 2 noms sur ce banc, nos jeux avec Balthazar. Mais moi, Jacques, je ne vois rien. Je n'ai plus de tendresse, plus de cœur. Je suis insensible. Ce que tu me dis sont des mots, ils ne me touchent plus. Nos serments d'amour, les promesses enfantines que nous nous étions faites, c'était dans un monde imaginaire. Pas dans la réalité. La réalité, c'est autre chose. Elle se convainc néanmoins Je l'aimerais. et veut rompre définitivement avec Gérard. Sa rédemption échoue. Et elle est mise à nu par la bande de Gérard, provoquant sa fuite définitive. Un jour, Jacques lui rend visite, mais la mère annonce que Marie est partie pour toujours. Marie? Marie est partie. Partie? Elle n'en reviendra plus jamais. Jacques s'en va. Tout est détruit. Le père de Marie a lui aussi sa responsabilité, notamment chez le notaire. Il est accusé par des lettres anonymes d'avoir profité des terres que lui a laissées le père de la petite malade. Comme sa fille est morte, ce dernier ne veut plus y retourner et ne parvient pas à les vendre. Le père de Marie est affecté par ces calomnies publiques, ce mal qui a traversé l'histoire. Il le rumine, s'entête jusqu'à cultiver sa douleur. Il chasse Jacques, venu prendre fait et cause pour lui. Tu pars? Nous ne nous reverrons plus? Cette histoire entrave les relations entre Marie et Jacques. Il fait tout capoter par orgueil, comme le lui dit sa femme. Il n'y avait qu'un mot à dire. Tout était fini, nous étions heureux. Par orgueil, tu ne l'as pas dit. Ce n'est pas à moi de faire le premier pas. Tu renvoies cet enfant qui prenait fait et cause pour toi, et même tu le chasses. Puis s'en prend à Balthazar, voulant garder son image sauve. Si Marie s'obstine à ne plus lui donner à boire ni à manger, à s'enfermer dans sa chambre, je ne vois pas pourquoi nous le garderions. Cet âne est rétrograde et ridicule. Il nous rend ridicules. Mais non, mais non. Le ridicule est justement ce qu'il nous faut éviter à tout prix. Le père mourra de chagrin quand Marie disparaîtra à jamais. La mère restera seule avec Balthazar. Ce point indique bien un constat. Chaque individu est pris dans sa passion et ne peut s'empêcher de verser dans son tropisme, sa lubie, son point aveugle. Que ce soit le père, Gérard, Arnold, ou même ceux qui pourraient choisir une autre voie comme Marie. Seuls Jacques et Balthazar ne tombent pas dans la tentation, mais ils perdront. Robert Bresson est un cinéaste tragique qui établit la carte du mal, que tout à chacun tisse d'une façon directe ou indirecte.
le dépouillement et la sobriété de la mise en scène traduisent cette implacable brutalité. Hoazard Balthazar dépasse une simple croyance religieuse pour porter le problème sur la scène du monde, d'une façon existentielle, à laquelle on ne peut échapper. La parabole fonctionne de façon individuelle ou collective. Tout du long, nous avons suivi Balthazar. Une scène est emblématique de tout le film. Un paysan s'endort à son chariot et, dans une descente, Balthazar ne peut freiner celui-ci, qui finit dans un ravin. Le paysan se relève et revient avec d'autres personnes pour pourchasser l'âne en le désignant du doigt. C'est lui. Innocent, mais coupable. Incapacité de l'homme d'assumer ses responsabilités. Balthazar s'enfuit et retrouve la propriété, la prairie, comme un lointain souvenir heureux de son enfance, comme la promesse de Jacques et Marie. En victime expiatoire, il subit aussi bien les pétards que jettent Gérard et sa bande que la brutalité du marchand de grains, ou regarde ce que les individus s'échangent, se confient ou font avec une impassibilité troublante. Délaissé par Marie dans le froid et la neige, il devient malade et un médecin est prêt à le tuer avant d'être emmené par Arnold. Puis il devient une bête de cirque. Là, Balthazar est capable de donner les résultats de multiplication en frappant du sabot avant d'être repris par Arnold. Maintenant, notre calculateur va nous faire tout de suite et de tête l'opération. Deux. Zéro. Cinq. Deux. La scène de la confrontation, où Balthazar regarde les autres animaux en cage, est d'une force incroyable pour décrire la prison qu'est ce monde. La condition animale évoque la condition humaine, ce que les humains supportent ou font supporter, misère et beauté de la créature. Là encore, Bresson, avec une sobriété exemplaire, n'offre aucun débordement. C'est à Vienne, entre autres, où l'on peut repenser à cette séquence, notamment au traitement que le tourisme fait subir aux chevaux. À la fin, une nuit, Gérard et sa bande volent Balthazar pour une affaire de contrebande en pleine montagne. Au coup de feu, il s'enfuit, laissant Balthazar blessé qui erre.
Ce dernier marche au milieu du troupeau de moutons. Il s'affaisse. Le troupeau repart. Balthazar, seul, agonise. Personne ne l'accompagnera dans le pays où il n'y a plus d'âne, où il n'y a plus rien. Dans le monde, on fait toujours un choix douloureux, la solitude ou la foule, l'âne et les moutons, les fameux moutons, ceux qui s'imitent les uns les autres. La foule indique par le nombre que c'est ce choix que les individus font le plus souvent. Pourtant, tout à chacun sentira un jour ou l'autre cette froide angoisse de la solitude et la honte de faire partie de la foule amicalement lyncheuse, aveugle à sa propre barbarie. La dépouille de cet âne, mort, est là, allongée, un plan que Robert Bresson a voulu aussi simple que possible, confrontant cette mort avec la vie, une mort discrète, lente. Ce plan nous renvoie à notre inlassable solitude, que l'on essaie de camoufler pour éviter le face-à-face avec la mort, à la mort qui vous arrachera au monde, à vos amis, à vos femmes, d'un claquement de doigts. Fin de partie. Bref, tout cela à cause d'un âne qui, au hasard, reflète l'entêtante et pitoyable condition humaine.